Alors on enchaîne avec un atelier consacré aux IRT, notamment à l'IRT Jules Verne, intitulé IRT d'une logique de coopération et une logique d'intégration. Alors je vous présente les intervenants. Stéphane Casseroy à ma gauche, qui est directeur général de l'IRT Jules Verne, Alain Bovis, qui est directeur de DCNS Research, et Rachid El Guerjouma, qui est vice-président de l'université, président de l'université du Maine. Voilà, c'est ça. Donc Stéphane, je vous laisse introduire le débat. Oui, bonjour à tous. Donc peut-être avant de commencer, vous dire en quelques mots ce que sont les IRT, ces objets un petit peu nouveaux. D'abord, d'accord, oui, effectivement, ça a l'air meilleur. De manière générale, pour peut-être résumer les choses, la meilleure façon de décrire un IRT, c'est dire que c'est un centre de recherche mutualisé de grande envergure. Et donc quand on dit mutualisé, ça veut dire qu'il y a un panel d'acteurs qui sont d'une certaine manière actionnaires du projet, d'abord des industriels, mais aussi des académiques. Alors il y a 8 IRT qui ont été créés en France dans le cadre du programme des grands investissements d'avenir, chacun sur des thématiques différentes. Et donc les IRT se mettent progressivement en place. Le nôtre est en place depuis à peu près un an. Et donc on n'a encore pas encore, je dirais, beaucoup de retours d'expérience sur le fonctionnement des IRT. Alors juste pour illustrer à travers l'IRT Jules Verne ce que c'est. Alors Jules Verne est positionné sur un sujet qui est les technologies avancées de production. Donc quand on parle de technologie avancée de production, on parle en fait de l'élaboration de pièces et d'ensembles complexes, de grandes dimensions, en différents types de matériaux, matériaux métalliques, matériaux composites. Et on travaille en fait pour 4 grands secteurs, l'aéronautique, l'automobile, la navale et le secteur des énergies marines. Et donc notre objectif, c'est clairement de devenir une référence internationale sur ce secteur qui est un peu un secteur transversal des technologies de production et qui est au cœur finalement de la compétitivité des procédés industriels et donc derrière des usines en France ou dans les pays développés. Et puis notre objectif, c'est de devenir une référence sur nos domaines, je dirais des matériaux et procédés, dans les 4 secteurs que j'ai évoqués. Alors je l'ai dit, il y a une quarantaine d'acteurs qui sont dans le tour de table, de grands industriels de chacune des filières, des CNS par exemple sur le secteur naval, des académiques avec les universités et les écoles, et puis évidemment l'État et les collectivités. Comme je le disais, c'est un centre de recherche mutualisé, donc le cœur de l'IRT, c'est la recherche, et c'est une recherche d'intérêt collectif. Donc chaque projet de recherche qui est mené intéresse plusieurs acteurs, donc on est dans du domaine pré-compétitif, et l'intérêt et l'originalité de l'IRT, c'est que tout en étant dans le pré-compétitif, on s'intéresse en amont au lien avec la recherche fondamentale qui est portée par les académiques, et puis en lien on accompagne les entreprises dans la recherche industrielle. Et une des originalités du montage, c'est que contrairement, je dirais, à un pôle de compétitivité qui met en réseau les acteurs pour monter des projets, là, les industriels et les académiques, dans le projet, investissent sur la création d'équipes de recherche qui sont propres à l'IRT, d'équipements de recherche qui sont propres à l'IRT, et puis la propriété intellectuelle qui va être confiée en fait à l'IRT. Et donc on est vraiment dans une logique où il ne s'agit pas simplement d'un accord entre partenaires sur un projet, mais c'est un engagement durable de l'ensemble des acteurs sur une structure qui émerge et qui va travailler évidemment avec l'ensemble de ces acteurs. Donc quelques chiffres clés pour vous donner un ordre de grandeur. Donc sur la période 2012-2020, le budget de l'IRT, c'est à peu près 350 millions d'euros. Un tiers apporté par les industriels, un tiers par les collectivités locales, un tiers par l'État. C'est à peu près 250 millions de projets de recherche qui vont être menés. Les équipes propres à l'IRT vont représenter à terme à peu près 200 à 250 personnes, et l'ensemble des forces de recherche qui vont se localiser autour de l'IRT représente un potentiel d'à peu près 1 millier de chercheurs. Donc vous voyez un effet de levier extrêmement important avec une logique de concentration sur un site, et on y reviendra tout à l'heure, la notion de colocalisation est un point important. C'est aussi 60 millions d'équipements de recherche qui vont être investis sur la période, et évidemment derrière les projets de recherche, des brevets et de la valorisation des brevets. Alors la feuille de route de l'IRT elle tourne autour finalement des grands enjeux liés à l'allègement des structures, la durabilité des matériaux et la capacité à les mettre en œuvre à travers des procédés innovants. Donc on est vraiment sur la jonction produit-procédé.
Et donc cette feuille de route, elle a été construite par l'ensemble des acteurs, industriels et académiques, avec le fait qu'elle porte sur une dizaine d'années et elle permet d'adresser à la fois des sujets pré-compétitifs, mais aussi des sujets relativement amont qui seront traités par les académiques, mais avec une préoccupation derrière de déboucher sur des sujets technologiques qui viendront en aval. Et donc la feuille de route est organisée en fait sur l'ensemble du cycle produit-procédé, et donc on s'intéresse en amont à la conception des structures, ensuite aux procédés innovants, ensuite à leur industrialisation dans ce qu'on appelle l'usine du futur, hein, donc les chaînes de production robotisées, avec 2 thèmes transversaux sur les éco-procédés et sur le contrôle non destructif. Donc voilà en gros le cœur du réacteur, hein, le centre de R&D, mais les IRT vont plus loin, c'est-à-dire que ce sont des centres de R&D qui s'inscrivent, je dirais, dans le triangle recherche, formation et innovation. Et donc le volet formation est un volet important. Alors l'IRT n'est pas un opérateur de formation, mais comme on a les universités, les écoles qui sont membres de l'IRT, donc on s'appuie sur ces établissements pour fédérer en fait l'ensemble des formations dans le domaine des technologies avancées de production, et ce depuis la formation de l'opérateur jusqu'à la formation du docteur. Et donc on travaille avec les établissements sur cette mise en réseau, sur le développement des nouvelles formations en lien avec les besoins d'aujourd'hui, mais aussi les besoins de demain, je dirais, des entreprises. On travaille aussi évidemment sur la diffusion vers les PMI, PME, donc pas simplement pour servir entre guillemets, je dirais, la quarantaine de nos membres. Donc on a aussi cette mission d'accompagnement du développement des filières industrielles vers les PMI, PME. Et puis on porte un projet de créer en fait un campus intégré sur le site, le site principal et les sites secondaires de l'IRT, avec l'idée que si on veut franchir une étape supplémentaire dans la capacité d'innovation, il faut que l'ensemble des acteurs soient ensemble, physiquement ensemble, et qu'on y trouve à la fois des industriels, des centres de recherche, le milieu de la formation. Et donc c'est un des volets importants, je dirais, du projet. En conclusion, finalement, la place dans le paysage de ces IRT, notamment par rapport au pôle de compétitivité, coopération, intégration, se résume bien finalement la différence et la complémentarité entre pôle de compétitivité et IRT. Les pôles de compétitivité sont dans cette logique que j'expliquais de coopération ponctuelle d'une certaine manière autour de projets. Là, avec l'IRT, on est dans une logique d'intégration sur le long terme avec mutualisation d'un certain nombre de moyens. Je parlais d'équipements de recherche, donc on est dans cette logique. Et puis, il y a cette dimension colocalisation qui, pour nous, est absolument importante. Le réseau, c'est bien, et les pôles de compétitivité fonctionnent effectivement en réseau. Mais on sait bien aussi que si on veut que les gens se rencontrent, et notamment dans des communautés différentes, et les communautés différentes, c'est la recherche, la formation, le monde économique, mais c'est aussi des filières différentes, la navale et l'aéronautique et l'automobile. Mais il faut qu'on crée ces lieux de rencontre, il faut que les gens vivent ensemble. C'est un peu ce que j'appelle le syndrome de la machine à café. Et donc le projet de l'IRT porte ce projet de rassembler sur un même lieu finalement l'ensemble de ces forces. Et c'est la deuxième différence que je vois par rapport à un pôle de compétitivité. Alors au-delà de ça, pour terminer, complémentarité par rapport au pôle, oui, parce que finalement nous, dans notre réflexion, ce qui compte, c'est pas le pôle, l'IRT, c'est finalement l'ensemble de l'écosystème. Et d'une certaine manière, pour nous, les deux doivent s'intégrer dans la promotion de cet écosystème. D'une certaine manière, l'IRT est le centre de recherche cœur de cet écosystème. Le pôle de MC2 chez nous est l'animateur du réseau de cet écosystème. Et donc on voit bien qu'entre le centre de recherche et le réseau, il faut que les deux travaillent ensemble. Donc c'est le chantier sur lequel on est, qui est finalement une étape d'intégration entre l'IRT et EMC2, qui va se matérialiser par la création d'une marque commune, par la création d'un guichet unique et par une intégration, en fait, je dirais, des structures à travers une gouvernance, des fonctions réparties et une mutualisation des moyens entre les différentes structures. Voilà sur cette présentation synthétique, mais je pourrais revenir sur cette logique d'intégration en fonction de vos questions.
Merci Stéphane. Donc un IRT passe par ces industriels et justement, Monsieur Bovis, vous êtes même membre fondateur de l'IRT si je ne m'abuse. Donc pourquoi finalement vous êtes-vous engagé dans un IRT? Ces nouvelles technologies. Bien, alors d'abord un petit mot sur DCNS. DCNS est une grande entreprise, 13 000 salariés, 3 milliards de chiffre d'affaires. C'est une entreprise où aujourd'hui il fait bon travailler, 10% de croissance en 2012, presque autant en 2011. Et donc, comme tous les industriels aujourd'hui, nous avons décidé et convenu, constaté que la continuité de notre développement et notre avenir passait par la recherche et l'innovation. Mais également, et ça depuis quelques années, nous avons aussi fait le constat que nous ne pouvons pas tout faire tout seul. Non seulement une question de moyens et de ressources, mais surtout une question de temps. Le progrès technologique s'accélère et si on n'est pas les premiers sur ce terrain de résultats, eh bien, c'est comme, je dirais, si nous n'avions rien fait. Donc, nous ne pouvons plus tout faire tout seul. En plus, nous sommes une entreprise très, très ancienne. Hein. Ça fait depuis Richelieu que nous construisons des navires militaires. Aujourd'hui, en plus, nous nous développons dans le domaine de l'énergie, notamment les énergies marines renouvelables. Et nous réfléchissons demain à des développements nouveaux dans toutes les technologies pour l'exploitation durable des océans. Donc la recherche technologique est fondamentale et nous ne pouvons pas faire tout seul. Voilà le premier constat. Alors là-dessus, que faire? Bien évidemment, il faut faire de la recherche, ce qu'on appelle de la recherche partenariale. Alors la recherche partenariale, ça fait quelques années que ça se développe, notamment grâce au pôle de compétitivité. Mais je crois que ce n'était pas suffisant. Enfin, je suis persuadé que ce n'était pas suffisant parce que la recherche partenariale telle que nous l'avons pratiquée un petit peu jusque-là était quand même une juxtaposition de partenaires de circonstances hein, qui viennent un petit peu chercher dans une coopération ce qui les intéresse eux. Et finalement, chacun repart avec son petit morceau de résultat, ce qui l'intéresse, et puis on passe à autre chose. Aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup plus de continuité, de vision à long terme, de visibilité de la part de l'intervention de l'État des pouvoirs publics qui est fondamentale aussi dans ce domaine-là. Et donc, nous avons trouvé dans l'idée des IRT, début 2010, hein, quand on a commencé à en discuter, quelque chose de tout à fait nouveau et quelque chose de tout à fait intéressant. Finalement, on ne fait plus de la coopération de circonstances, on se met ensemble autour de la table et on pense à 10 ans en avance. Hein. On se fait tous ensemble une feuille de route technologique, on définit tous ensemble les défis, les verrous technologiques que l'on veut faire sauter. Hein. Et on s'engage tous ensemble sur ce plan à long terme. Donc visibilité, vision à long terme. Et ça avec l'État à côté qui joue le même jeu. C'est très important. Hein. On passe d'un système où on a des appels à projets 2-3 fois par an sur des sujets différents, qu'on n'a pas forcément, des thématiques qu'on n'a pas forcément choisies. Là, on a une visibilité à long terme. Et ça, c'est tout à fait appréciable. Deuxième chose, nous avons, cette fois-ci, Stéphane l'a dit, hein, nous n'allons pas chercher dans l'auberge espagnole un petit peu ce qui nous intéresse individuellement, mais nous faisons de la création commune de valeur. Voilà. Et ça, ça crée une solidarité qui donne corps à un autre concept aujourd'hui qui vient vraiment au devant de la scène, qui est le concept de stratégie de filière. Hein. Donc on donne corps à ce concept de stratégie de filière en faisant cette création commune de valeur. Et l'IRT est cet instrument qui nous donne ces avantages-là. Hein. Donc visibilité, création commune de valeur, stratégie de filière, voilà pour nous les maîtres mots
de cette construction d'IRT. Alors, ce n'est pas le seul instrument qui va nous permettre de développer notre industrie, mais c'est vraiment quelque chose de très important et de fondamental. Merci. Monsieur El Guerjouma, donc président de l'Université du Maine, comment finalement les académiques se sont impliqués dans cette IRT ? Merci. Je voudrais juste présenter l'Université du Maine parce que son nom ne dit pas où elle se trouve, hein, pour les gens qui ne connaissent pas les Pays de la Loire. Alors le Maine est une région des Pays de la Loire qui englobe la Sarthe et la Mayenne. Et l'Université du Maine est située au Mans, les 24 heures du Mans, les Rillettes. Donc maintenant vous situez un peu plus exactement notre zone géographique. Alors l'Université du Maine est une université de taille moyenne, en 11 000 étudiants à peu près. 1000 personnels, 600 enseignants-chercheurs, avec un certain nombre de domaines d'excellence en recherche, sur la physique et la chimie des matériaux par exemple, sur l'acoustique et les vibrations entre autres, un domaine sciences humaines et sociales aussi très important. Et pour ce qui concerne l'Université du Maine, nous avions depuis un certain temps déjà élaboré un certain nombre de projets sur justement le triangle recherche, formation, innovation. Donc nous avons beaucoup de relations avec un certain nombre d'industriels sur certaines thématiques, l'acoustique et la vibration pour ce qui nous implique fortement dans l'IRT. Et je dois dire qu'au-delà de ces relations bilatérales en termes de projets ANR ou de projets FUI, pour ceux qui connaissent, qui étaient plutôt liés à des opportunités, comme cela vient d'être dit, l'IRT est arrivé à un moment où un certain nombre de nos projets étaient matures justement pour s'engager de manière plus forte dans l'innovation. Et ce secteur qui était mature, parce qu'il avait une vision un peu d'avenir pour l'université, était celui de l'acoustique et des vibrations. Alors comme vous le savez, ce qui vient d'être évoqué, le naval, l'aéronautique, l'automobile et bien d'autres vibrent, génèrent du bruit. Et donc l'Université du Maine, par le biais de son laboratoire d'acoustique et vibration, avait vraiment vocation à s'impliquer dans cette IRT. Et le plus qu'a apporté l'IRT, c'est de nous donner un cadre dans lequel, effectivement, les académiques que nous étions, assez ouverts sur l'innovation, puissions justement apporter ce plus académique et essayer de construire avec une vision, une feuille de route, comme l'a dit Alain et Stéphane tout à l'heure, sur la durée, en nous appuyant sur des filières. Nous avions beaucoup de relations avec l'automobile en tant que telle, avec l'aéronautique, et même avec des CNS par exemple, nous avions des projets de recherche, et le fait que l'IRT Jules Verne apporte ce cadre où géographiquement et thématiquement étaient regroupés des industriels et des académiques avec des idées assez précises sur ce qui pouvait être fait, des verrous technologiques identifiés à faire sauter, nous a semblé vraiment un lieu où pouvait se développer tout un tas de projets et où nos compétences académiques, souvent fondamentales, trouvaient des terrains d'application extrêmement pertinents et en plus pouvaient constituer un levier de développement du territoire. Vous savez, au Pays de la Loire, entre Nantes et Paris, on est un peu écartelé. Le fait de stabiliser de l'activité, de favoriser on va dire, l'installation de personnel de recherche orienté vers l'innovation, favoriser l'organisation autour de cette thématique-là, donc de travaux finalisés, nous a semblé extrêmement important, et c'est pour cela que nous nous sommes engagés fortement dans l'IRT. Alors ça n'a pas été très facile au départ, parce que faire communiquer des académiques avec des industriels qui ont l'habitude de travailler de manière bilatérale, mais pas dans un cadre, donc ça a mis un certain temps, mais je pense que le travail accompli nous a permis de bien nous positionner les uns les autres et de travailler effectivement pour créer un terrain favorable à la coopération sur le très long terme. Voilà. Merci, j'ai une question immédiate là. Vous êtes en train de construire des bâtiments sur le site secondaire là. Alors effectivement, le projet qui était le nôtre de fédérer toutes les activités de l'acoustique et des vibrations sur le Mans, parce que nous avions un très gros laboratoire, une UMR CNRS, donc assez renommé dans le domaine, était arrivé à maturité, et sa déclinaison, on va dire, locale
outre rassembler les compétences celles de l'acoustique et même avoir un levier structurant en Pays de Loire dans ce domaine, est arrivé au moment où la région Pays de la Loire elle-même donc cherchait à cristalliser de l'activité, à favoriser des projets d'innovation, le Mont Métropole également, et les collectivités se sont beaucoup engagées donc auprès de nous et de l'IRT pour faire émerger ce site secondaire de l'IRT à travers bien évidemment un bâtiment, mais aussi de l'équipement scientifique, du personnel. Là, nous sommes en train de travailler avec l'IRT sur la constitution d'une équipe de recherche technologique, donc de personnel IRT qui serait sur le site et qui interagirait de manière, on va dire, la plus constructive possible avec l'écosystème vibration acoustique. Donc il y a effectivement non seulement donc un projet de recherche avec des axes clairement identifiés, mais toute une infrastructure autour de ce projet qui se met en place avec l'aide de l'État. Madame Fioraso passait tout à l'heure, donc l'État nous a accordé 3 postes d'enseignants-chercheurs pour ce projet spécifiquement. Nous avons une action vis-à-vis du CNRS qui lui-même devrait également apporter sa contribution, et tout ceci bien évidemment en faveur de la synergie que nous pouvons produire sur cette thématique très importante, vibration et acoustique, et même en ce qui concerne les énergies, les éoliennes, elles vibrent, elles créent du bruit, et donc on est assez impliqué dans la plupart des filières de l'IRT via cette thématique-là. Stéphane Cassereau, vous vouliez revenir sur cette notion propre à l'IRT, donc qui est la colocalisation de la recherche. Oui, je crois qu'effectivement, comme je l'ai expliqué, je dirais la proximité physique des gens est un élément important, surtout si on s'inscrit dans une démarche de long terme. Pour nous, il est vraiment important que recherche, formation et activité industrielle soient les plus proches. Donc c'est autour de ce rapprochement que nous travaillons, avec derrière tous les services qu'on peut imaginer, les services d'appui, mais aussi des activités telles que les activités de création d'entreprise, avec cette particularité qui est pour nous de travailler sur la fertilisation entre les différentes filières industrielles. On est sur des sujets transversaux où chaque filière peut apprendre de l'autre. Je vous prends juste deux exemples. Les acteurs du secteur énergie marine, notamment sur l'éolien, sont venus dans l'IRT parce qu'il y avait cette expérience du secteur aéronautique sur la maîtrise des composites. Réciproquement, aujourd'hui, l'aéronautique, qui est le leader dans le domaine des composites, se pose des questions sur l'augmentation des cadences de production, parce qu'aujourd'hui, les avions sont produits de manière encore un peu artisanale. Et donc, ils sont très intéressés que les acteurs du secteur automobile, qui ont l'habitude de faire de la haute cadence, puissent leur apprendre en termes de haute cadence de production. Donc, on a ce type de réflexion entre les différents secteurs. Et suivant les sujets, les enjeux, ces croisements sont tout à fait importants et sont finalement assez peu fréquents. Puisque aujourd'hui les réflexions au niveau national, quand elles existent, elles sont plutôt au sein des filières. Et même les réflexions au niveau des filières, elles sont elles-mêmes plutôt dans une phase de développement qu'une antériorité forte. Et donc pour nous, cette concentration est très, très importante. Et donc il a été important qu'un certain nombre d'acteurs se saisissent de cette question-là. Et donc le premier finalement qui a joué ce rôle, ça a été effectivement des CNS qui a pris la décision au moment de la création de l'IRT de concentrer son centre de recherche sur les matériaux à Nantes, sur le site de l'IRT, et apportant ici plus de 200 à 250 personnes à terme. Et donc, s'en est suivi finalement d'autres décisions. Le CEA a décidé de s'installer à Nantes et va s'installer sur le site de l'IRT. Dassault Systèmes, dans un rapprochement d'ailleurs avec des CNS, va créer un centre de recherche de 50 personnes sur le site de l'IRT. On finalise avec Alstom aussi la création de leur centre de recherche et d'ingénierie sur le domaine de l'éolien, avec l'objectif là aussi de le créer sur le site de l'IRT. Donc cet effet de concentration, pour nous, il est absolument vital, et c'est un des éléments pour nous de premier succès
après un an de démarrage de l'IRT, qu'on est embrayé dans cette logique-là. Et donc, pour nous, c'est vraiment un aspect essentiel. Et on travaille avec les collectivités pour faire en sorte que, à tous les niveaux, on puisse favoriser finalement la communication entre les gens. Ça se traduit notamment par le fait que les collectivités construisent des plateformes de recherche mutualisées où les acteurs peuvent être accueillis et donc travailler ensemble dans un même bâtiment. C'est ensuite le fait que le campus lui-même est conçu avec les collectivités locales pour faciliter les déplacements entre les différents bâtiments et pour créer des lieux où tout le monde va se retrouver. Donc on trouve là évidemment des enjeux clés sur des centres de services tels que, je dirais, la cafétéria commune ou le restaurant commun, parce qu'on sait bien que finalement c'est dans ces lieux-là où ces gens se retrouvent. Et donc on est allé voir dans d'autres villes en France et en Europe ce qui se faisait de mieux en la matière, et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler avec l'ensemble des acteurs, collectivités, industriels et académiques. Et donc on le fait sur le site de Nantes, mais on le fait aussi, c'est ce que disait tout à l'heure Rachid, sur les 2 sites secondaires de l'IRT, un sur Saint-Nazaire et un sur Le Mans. Et donc on a le même type de démarche, nous, pour déployer des équipes de l'IRT sur le site et pour travailler dans le même esprit de rencontre entre le milieu de la formation, le milieu de la recherche, sur un même lieu avec les industriels. Merci. Justement, en parlant d'industriel, j'avais une question pour Monsieur Bovis. On sait que les IRT ont mis un peu de temps à se lancer, ça a été compliqué, il y a eu pas mal de problèmes, notamment autour de la propriété intellectuelle. Je veux savoir comment ça se passait aujourd'hui en ce qui concerne l'IRT et des CNS. L'API appartient à l'IRT, ou enfin, comment ça se passe? Je ne crois pas. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé, que l'API ne devait pas être un problème bloquant. Dans les exemples que je disais tout à l'heure, effectivement, le collaboratif, comme on le concevait avant l'IRT, c'était vraiment la juxtaposition de partenaires avec chacun leur pays. J'ai de l'électricité dans les mains. Et chacun repartait avec un petit bout de pays, ce qui faisait que finalement, globalement, on ne pouvait pas faire grand-chose avec le résultat de la recherche. Aujourd'hui, on a vraiment éliminé ce problème en se mettant tous d'accord sur le fait que l'API créée était propriété, enfin, c'était la propriété de l'IRT, c'est-à-dire la propriété collective. Bon. Donc ça veut dire d'une part que l'exploitation, la protection, etc. est concentrée, et d'autre part que la discussion sur l'API est évacuée. Alors reste bien évidemment la discussion sur l'exploitation de l'API, bien évidemment. Mais c'est une discussion qui est d'une toute autre nature. Et à partir du moment où il n'y a pas le concept de propriété derrière, eh bien on discute sur des bases commerciales, je dirais, tout à fait classiques et claires, des droits de licence, des droits d'exploitation des uns et des autres. Des droits d'exclusivité, c'est pas trop dans l'esprit, hein, bien évidemment. C'est pas exclu. Sur certaines applications, on pourra le trouver. Mais je dirais qu'après, on adapte la discussion à ce qui est vraiment les besoins d'exploitation industrielle. Et je crois, enfin, on verra à l'expérience. Hein, on démarre à peine. Et toutes les discussions ne sont pas terminées. Je ne voudrais pas peindre un tableau trop rose. Mais je pense qu'on devrait arriver à trouver une formule de fonctionnement satisfaisante de ce point de vue-là. Encore une chose, du point de vue de l'entreprise, le problème de l'API, alors notamment les grandes entreprises, on nous accuse souvent de piller les PME, de ne pas vouloir, etc., etc. Notre souci, enfin, ma conception des choses, n'est pas que l'on veuille s'approprier la propriété des autres par tous les moyens. Notre souci, c'est la pérennité de l'invention, la pérennité de l'innovation et l'accès à cette invention, à cette innovation. Et
effectivement, quand la propriété tient dans une petite entreprise de quelques personnes dont l'avenir n'est pas assuré, qui peut toujours se faire avaler par un concurrent ou simplement disparaître, nous avons d'énormes inquiétudes sur la pérennité de notre accès à cette technologie. Et là, la seule solution, c'est soit racheter la techno, soit racheter l'entreprise. Mais voilà quel est notre véritable souci. Avec l'IRT, j'espère qu'on n'a pas cette inquiétude, que l'IRT va pouvoir maintenir son patrimoine intellectuel le temps qu'il faut, et que nous soyons assurés, en plus en tant qu'acteurs de l'IRT, nous avons un certain nombre de moyens pour nous en assurer, que ce patrimoine intellectuel sera toujours accessible et disponible. Je crois qu'effectivement, Alain l'a dit, le fait que la propriété soit IRT en fait, a déplacé le problème sur le vrai sujet, qui est finalement la répartition au sein du consortium des conditions d'exploitation. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, l'IRT va pouvoir du coup agréger des brevets en grappes de brevets et pouvoir donner, je dirais, des larges droits d'accès à ses membres et aux autres, avec une vision intégrée. Le troisième avantage qui est très, très concret, très opérationnel, c'est la course au dépôt de brevets. C'est-à-dire que quand on produit une innovation, le dépôt de brevet, il faut pouvoir le faire rapidement. Le fait qu'on ne se pose plus de questions de propriété nous permet, nous, de déposer le brevet extrêmement rapidement, sans avoir d'état d'âme sur la question de savoir qui doit déposer, comment, en ayant l'accord de qui, etc. On ne se pose même plus la question, on a délégation pour ça, et on dépose, et ensuite on discute, je dirais, des conditions d'exploitation. Parfait, merci. Y a-t-il des questions dans la salle ? Merci. Nadège Bouquin, NRT Futuriste. J'ai une question concernant l'université du Maine et les relations entre les acteurs. J'ai compris que l'université avait pu prendre le train de l'IRT dans de bonnes conditions, notamment via ce laboratoire acoustique et vibration qui se trouvait avoir un niveau de maturité qui a permis d'engager tout de suite la collaboration, la coopération. Ma question est, est-ce qu'il existe au-delà de ces... et on comprend que tout ça vit sa vie après très bien, au-delà de ce domaine-là, de ce laboratoire, et pour des choses qui étaient éventuellement moins matures, qu'est-ce qui existe, ou est-ce qu'il se prépare d'autres choses, ou quelles sont les avancées peut-être sur d'autres domaines? C'est-à-dire, est-ce que l'IRT, les entreprises tirent aussi les actions ou les orientations de l'université pour que les coopérations se développent aussi pour des choses moins matures éventuellement, ou est-ce qu'il y a un effet, disons, pour l'université de l'IRT et des fruits de ces coopérations plus larges, disons Je vais répondre pour l'Université du Maine, et puis je pense que Stéphane complétera pour d'autres établissements. Pour l'Université du Maine, effectivement, le laboratoire d'acoustique, je suis acousticien moi-même, donc j'ai accompagné le processus depuis le départ. Il se trouve effectivement que ce labo avait une vision un peu d'avenir, même pour notre université à nous, sur le trépied innovation, recherche et formation, et que le train de l'IRT est arrivé au moment justement où le labo était en train de réfléchir donc à cette projection-là. Je peux donner un autre exemple. Hein. On a aussi des compétences en contrôle non destructif ultrasonore. Il s'agit pour les non-initiés d'aller sonder la matière avec des ondes. Hein. C'est l'échographie médicale un peu, mais pour les matériaux, les ailes d'avion ou les structures donc navales et autres. Et sur ce domaine-là, effectivement, il faut encore discuter au sein de la communauté CND, on va dire, des Pays de la Loire, parce qu'il y a les ultrasons, il y a aussi les méthodes électromagnétiques, enfin, qui procèdent on va dire, d'interactions physiques qui sont assez différentes. Il y a les collègues industriels qui ont eux-mêmes des centres donc, où se pratique donc, du contrôle non destructif. Et je pense qu'il faut qu'on prenne le temps pour mettre tous ces acteurs autour de la table, mais je pense que le potentiel existe.
acoustique. Les académiques, par exemple, se sont réunis autour d'un groupe, c'est des Pays de la Loire qui travaille, qui est fortement aidé par la région. Et je pense que du côté industriel, il y a là encore des avancées à faire et des discussions à avoir pour qu'on puisse avancer. Et donc j'ai bon espoir qu'on puisse, dans ce domaine-là qui est très important pour les process, pour l'élaboration des matériaux, notamment de structure, j'ai bon espoir qu'on aboutisse assez vite. Sur d'autres thématiques, je pense qu'en ce qui concerne donc, le potentiel qui existe à Nantes, à l'école centrale de Nantes par exemple, où il y a un gros laboratoire matériaux de structure, ou à l'école des mines de Nantes et à l'université de Nantes, il y a des thématiques sur la robotique, hein, c'est une place très forte de la robotique française donc en Pays de Loire. Et dans ce domaine-là, il y a effectivement des thématiques qui sont matures pour effectivement faire la même trajectoire que la vibration et l'acoustique. Puis il y en a d'autres où il faut encore qu'on avance parce que effectivement le schéma RFI se met moins vite en place, c'est assez anisotrope si je puis dire en termes de maturité, et donc de ce point de vue là les success stories si je puis dire de telle ou telle thématique peut servir aussi de levier pour entraîner d'autres thématiques. Mais je pense que Stéphane peut parler par exemple de la robotique. Oui, alors effectivement, il y a pas mal de thématiques, et je pense que ça a été dit tout à l'heure, hein, le fait que on travaille sur des feuilles de route qui sont à 10 ans nous permet en fait de détecter, je dirais, des besoins à long terme, je dirais dans les entreprises qui appellent pas, je dirais, des solutions immédiates et qui nous permettent ensuite, je dirais, d'engager un certain nombre de projets relativement exploratoires, relativement amont. Donc on a deux types de dispositifs pour ça. On a un programme qui s'appelle Émergence, qui justement vise à expérimenter, investiguer, je dirais, des thématiques un peu nouvelles à la frontière de la science, hein, à partir de problématiques posées par des industriels et qui sont explorées par les académiques. Et puis on a des projets alors qu'on appelle les chaires Jules Verne, qui vise finalement sur une thématique qui a été identifiée à développer des activités de recherche et notamment de renforcer le potentiel en recrutant, je dirais, des gens de haut niveau au sein des académiques pour créer un pôle de compétences important qui pourra répondre derrière aux besoins des industriels. Donc on a mis en place je dirais, ce dispositif, et ces recherches amont représentent 20% des activités de recherche de l'IRT. Donc c'est des volumes très, très, très conséquents. Et ça permet effectivement, je dirais, à la fois d'avoir la réflexion sur le long terme et puis les moyens à donner notamment aux établissements pour développer ces activités et ces compétences nouvelles. Une autre question, oui. Bonjour, je voulais juste savoir l'interaction du coup IRT et SAT, notamment pour l'université du Maine. Comment elle fait du coup Alors effectivement, le paysage du transfert de technologie, de la valorisation est, on va dire, en pleine dynamique actuellement, hein. C'est vrai qu'à l'Université du Maine, nous avions un service de valorisation propre. Il se trouve aussi qu'on a un centre de transfert de technologie, le CTTM, qui doit être un centre un peu unique en France puisqu'il est financé de manière assez originale, collectivité, qu'il a des financements industriels, qu'il a une activité propre. Et il travaille beaucoup avec l'université, notamment dans un gros département vibration et acoustique, donc on est très concernés. Et puis il y a le Press qui lui-même avait un service de valorisation, et on s'était mis à mutualiser effectivement nos moyens de transfert et de valorisation dans le Press parce qu'on voulait effectivement aller vers une structure mutualisée un peu sur toute la région. Et puis la SAT est arrivée, qui plus est interrégionale, donc Bretagne, Pays de la Loire, ce qui ne simplifie pas donc les choses. Et donc la SAT est arrivée avec une organisation encore particulière, une société anonyme avec de l'actionnariat, on est actionnaire. Et je pense que après une période un peu transitoire, un petit peu dire où on se cherchait un peu tous, on arrive à un moment où on a pu stabiliser via la SAT du personnel valorisation de la SAT local
localement sur le Mans, donc financé par la SAT au plus près des laboratoires, parce que pour nous, la question de la valorisation et du transfert ne pouvait pas se faire à distance. Il fallait qu'on ait des personnels auprès des laboratoires pour détecter, maturer, etc. Et donc on a pu tomber d'accord avec la SAT sur du personnel SAT présent sur place. On est en train de négocier avec la région et la SAT pour avoir effectivement d'autres personnels pour au moins avoir le potentiel que nous avions avant. Et pour le moment, sur les projets, en fonction, on va dire, des projets, ils sont soit effectivement orientés vers la SAT et soit vers le CTTM quand l'intégration avec le laboratoire est très forte. Et je pense que pour ce qui concerne les aspects relations SAT-IRT, Stéphane va vous apporter donc les compléments. Mais pour nous, nous le vivons assez positivement après un moment où effectivement on était un peu, parce que je ne sais pas si, certainement vous êtes une observatrice avisée du paysage universitaire, on a eu quand même beaucoup de réformes et de choses, donc quasiment tous les 6 mois il y avait quelque chose qui arrivait. Donc le temps comme tous les systèmes physiques, le temps d'absorber, on va dire, la réforme, on se met après en mode constructif, en tout cas pour ce qui concerne l'Université du Maine. Et pour le moment, on arrive à y trouver nos petits. En gros, donc nous sommes en discussion effectivement à la SAT sur l'articulation des rôles. Alors pour aller à l'essentiel, on est sur à peu près ces principes-là. En gros, en amont, je dirais la SAT va agir d'une certaine manière par mandat des établissements pour valoriser les brevets ou les savoir-faire des académiques qui rentrent en amont de l'IRT. Donc nous, on va avoir d'une certaine manière la SAT comme partenaire, comme représentant qui va négocier entre guillemets les droits amont des académiques dans l'IRT. Bon, donc ça c'est un premier rôle. Le deuxième rôle, il va être dans la production, des recherches menées dans l'IRT et dans leur valorisation. Donc là, on est clairement dans une logique de subsidiarité, c'est-à-dire que la recherche qu'on produit, elle est pour nous, d'abord pour, les industriels. Comme ça a été dit tout à l'heure, on a tout de suite un objectif de valorisation lorsqu'on mène un projet de recherche. Donc la question de la SAT qui est rechercher une valorisation pour de la recherche académique se pose pas finalement pour les industries, pour la recherche menée par l'IRT. Donc en gros, le principe de subsidiarité, c'est la recherche, si elle est valorisée directement par les industriels de l'IRT, on privilégie effectivement les IRT. Par contre, s'il y a des domaines de valorisation qui n'intéressent pas les industriels ou des potentialités de création d'entreprises qui nécessitent une activité de maturation. Là, nous, on fonctionnera en subsidiarité avec la SAT, c'est-à-dire on s'appuiera sur la SAT pour ces valorisations hors domaine de nos industriels et pour l'accompagnement de l'incubation de projets de création d'entreprises. Et puis par ailleurs, on se coordonne sur l'expertise en matière de pays. On a nos propres équipes en la matière, mais évidemment la SAT a des moyens beaucoup plus importants en termes d'expertise dans ces domaines-là. Donc on travaillera en partenariat sur les besoins d'expertise mutuelle. Donc voilà en gros le schéma sur lequel on est. Si je peux intervenir sur ce sujet qui me concerne, il me concerne quand même. Je vous renverrai très volontiers à une note publiée la semaine dernière par le Centre d'analyse stratégique sur la valorisation de la recherche publique. C'est une note que j'ai trouvée pour ma part passionnante. Le transfert en France, c'est le point faible. Par rapport à d'autres pays, notamment l'Allemagne, sans parler des États-Unis, le transfert entre la recherche publique et de l'industrie se passe relativement moins bien. Il y a 2 façons de concevoir le transfert. La première façon, c'est la façon, je dirais, un peu classique et linéaire. L'université, les établissements publics font de la recherche amont, brevettent un concept, et puis ensuite on cherche un industriel que ça peut intéresser. Et l'industriel, il doit transformer le concept en produit, et je dirais, le gros du travail et le gros du coût se trouve là. Et là, dans ce cas-là, qui est, tel que je le comprends, le domaine des SATT, ça ne se passe pas très bien parce que le lien est insuffisant
entre l'amont et l'aval. Ce qu'on crée avec l'IRT, c'est une nouvelle approche. C'est une approche dans laquelle on fait de la création commune de valeur. Et le transfert, il est intrinsèque à la recherche. Et donc, cette phase, après, on a trouvé quelque chose, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? La question ne se pose plus. Y a-t-il une autre petite question? Parce qu'on va être obligé de conclure, mais s'il y a une dernière question, je la prends volontiers. Non, ça sera le mot de la fin, en tous les cas. Donc merci à vous et merci aux intervenants.